vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre présence. C'est bien apprécié. Je vais tout de suite passer la parole. En fait, avant, Rachel, à nos deux, en fait, sympathiques ingénieurs du son, merci pour votre présence. Qui se sont portés volontaires suite à un appel que j'avais lancé sur le forum, sur les pages Facebook, les Twitter, etc. pour enregistrer, diffuser en direct. On a des gens de Québec, on a des gens d'ailleurs de Montréal qui ne peuvent pas venir. On a maintenant des contacts avec Yaoundé au Cameroun. C'est sûr que personne aujourd'hui en fait, de présent. Et donc il y a d'autres personnes au Québec qui vont pouvoir enregistrer. Autant ce spectacle sur ce très fort, autant vous aviser des très longuement. Pensez simplement de prendre un cellulaire, mais ça sur un téléphone, on va faire dans l'infrastructure, on va faire des bandeaux, on va faire tout un tas de choses. Donc je leur donne tout ce crédit. Et donc, vous donnez un petit mot. Comment ça fonctionne, ce que vous faites Moi, je ne sais pas si le micro va se prendre pour les gens live, mais vraiment pour les... Oui, donc de notre côté, on est aussi des passionnés comme vous autres du Raspberry Pi premièrement, mais aussi d'autres trucs. Là, moi, de mon côté, c'est plus l'audio. Anthony, pardon. Moi, je fais de la vidéo dans l'utilisation de Raspberry Pi. Moi, la spécialité, c'est l'aspect visuel, même un peu artistique. Ce soir, moi et Rick, on s'est parlé beaucoup, on s'est organisé pour avoir l'archive et la diffusion en direct pour ce soir. Puis on espère que vous allez aimer ça. Puis la qualité va être là, puis on va s'améliorer encore en rencontre pour tout le monde. Ça va être public tout ce qu'on fait. Donc, finalement, pour finaliser, on est des passionnés qui aiment apprendre, mais qui aiment aussi partager, tout comme Christophe. Donc, bienvenue à tous dans la communauté, puis ça me fait plaisir de pouvoir contribuer à notre façon. Finalement, on est des passionnés. Ce soir. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir à District 3. Comme Christophe l'a dit, je suis responsable du Makerspace que vous avez peut-être vu en entrant avec le plancher jaune. D'ailleurs, il va être ouvert ce soir pour vous si vous êtes curieux. En fait, on peut aller faire une visite tout à l'heure et puis si vous voulez voir ce qu'on a et puis vous voulez expérimenter avec Raspberry Pi, c'est possible de faire ce soir dans le Makerspace. Est-ce qu'il y en a qui c'est la première fois qu'ils viennent à District 3? Quand même. Ah, super. Alors, qu'est-ce que c'est District 3? C'est le centre d'innovation de Concordia, dont on aide les entrepreneurs à démarrer leurs entreprises, les startups, comme on dit. On a différents programmes à différentes étapes du voyage, un peu de la progression de construire notre entreprise, en fait. Et puis, on a aussi un Makerspace, justement, qui aide, qui supporte les startups à développer leurs produits. On est aussi ouvert aux gens de la communauté de Montréal. En fait, on est à l'intérieur de Concordia, mais on n'est pas restreint à la communauté de Concordia qui vient on accepte les gens de tous les milieux, entrepreneurs, étudiants, passionnés, curieux, inventeurs. Donc, il y a la place pour tout le monde. Puis, on est vraiment content de recevoir le Club Framboise encore une fois cette année. Je vais voir les workshops peut-être qui vont s'en venir aussi en collaboration. D'ailleurs, on a des workshops en ligne qui ont été déployés cette semaine. Alors, je vous invite à voir le site web. Et voilà, merci d'être là. Vous avez des questions par rapport à District 3 ou... Ouais? Ok. Faut que tu soumettes ton projet. C'est pas un projet personnel, si c'est une start-up, c'est un peu différent. Mais c'est relativement simple. Non, le Makerspace est gratuit. En fait, les services ici sont gratuits. Il faut être dans un programme. Ou au Makerspace, en fait, il faut promouvoir ses matériaux.
Donc, merci beaucoup. On va commencer en fait par un petit tour de table, voir si vous avez des questions, qu'est-ce qui est de nouveau en fait dans la communauté, qu'est-ce que vous avez découvert, est-ce que vous avez des choses à annoncer, des projets, est-ce que vous avez des questions, je ne parle pas des questions techniques, on va avoir en fait une présentation avec Alexandre, pour la première partie de la soirée. Mais si vous avez des questions sur des suggestions en fait sur le fonctionnement du club, ce qu'on pourrait faire en fait, qu'est-ce qui vous fait revenir, c'est le moment d'en parler. Il y a déjà pas mal d'idées, ça fait longtemps que je parle d'envoyer en fait un Raspberry Pi dans le pôle Nord, je l'ai oublié, mais il n'y a pas suffisamment encore de choses autour de ça. Le podcast, je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas le temps et donc ça n'a pas avancé. Mais là, on développe un peu d'expertise aussi complémentaire à celle de Blob Linux. On a ouvert, en fait, je cherche Alain, il est ici, on a un représentant avec nous d'Espace Lab à Québec. On a ouvert un point de présence, je sais pas comment dire, à chaque fois, en fait, on fait une entente avec, une collaboration, en fait, donc avec eux, pour que les gens de Québec, de la ville de Québec, puissent également donc, manipuler des Raspberry Pi, faire tout un tas de choses. Ils ont une journée porte ouverte samedi, donc ils ont aussi des Arduino, vous avez fait des fusées cet été, c'est ça? Donc fusées et parallèles à l'eau, donc fusées à l'eau, oui, c'est pas en fait des fusées explosives, c'est pour le spécifier. Donc pour les gens qui nous écoutent, en fait, qui sont à Québec, il y a en fait un point de présence là-bas. Et ce qui est amusant, ceux qui étaient avec nous au mois de juin vont peut-être se rappeler de Thomas, qui en fait fait partie d'Espace Lab, qui en fait est d'origine camerounaise, et qui nous a mis en contact avec une équipe au Cameroun, donc à Yaoundé, qui nous a demandé si on pouvait faire un prolongement du Club Framboise, qui à l'origine était la communauté des utilisateurs de Raspberry Pi du Québec. Et là maintenant ça devient la communauté des utilisateurs de Raspberry Pi du Québec avec une extension à Yaoundé. Donc ça va être amusant. Donc là, je vous l'annonce en même temps, mais on pourrait faire des expérimentations avec eux. Il y a des jeunes ici qui veulent expérimenter. C'est vrai qu'on pourrait en fait mettre deux Raspberry Pi sur une table et puis le faire sur une table en fait en étant 3-4 autour de la table. C'est-à-dire on va mettre un océan entre les deux. Ça va mettre un peu de piquant et d'exotisme à la chose. Mais ne serait-ce qu'un capteur, plutôt que d'avoir des mesures en fait identiques, imaginez ce que ça va donner comme résultat si on le fait en hiver, alors que notre capteur va indiquer moins 20, moins 25, et que eux en Afrique vont avoir un plus 40, 45, 50, je ne sais pas combien. Il y a des considérations d'ingénierie, je sais qu'il y a des gens d'ingénierie ici. C'est une opportunité de projet incroyable parce qu'à Yaoundé, il y a la bande passante, il y a l'électricité, il y a tout, c'est moderne. Par contre, dès qu'on sort de la métropole, les moyens ne sont plus là. Le contexte social, économique est totalement différent et ils veulent implanter des Raspberry Pi sous une forme mobile dans une école. Mais la première problématique qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on alimente en électricité tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a le soleil, puis il va falloir profiter du soleil, mais ça va être une source en fait de problématiques et donc de projets potentiels pour en fait apporter des réponses concrètes. Donc si vous avez de l'intention, si vous avez de l'intérêt en fait pour ce genre de projet, en fait on va pouvoir en parler puis dire tiens voilà ce que je pourrais faire. On va les mettre en contact en fait et ils sont déjà sur le forum. Donc pour essayer de voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Le forum, en fait, au mois de juin, on avait décidé qu'il était, en fait, bonjour, asseyez-vous. On a en fait une page Facebook, il y a un compte Twitter, la page Facebook est la plus active. Ceux qui ne veulent pas aller sur Facebook, c'est correct. On a aussi un forum, en fait, c'est un forum sur Google. Il suffit d'aller sur clubframboise.ca, de remplir le petit questionnaire. C'est juste pour savoir qui vous êtes, l'expertise que vous avez, à quoi vous intéressez, pour voir si vous êtes débutant, si vous êtes juste curieux, débutant. Si vous avez des idées de projets, mais pas toute l'expertise pour les réaliser. Si vous avez en fait l'expertise et des projets que vous avez réalisés et que vous êtes prêt à partager, attention, si vous cochez cette case, vous allez vous retrouver le mois prochain ici, à présenter en fait comme... Je vous préviens. On essaie de mettre en place, donc c'est ce qu'on va faire dans la seconde partie de la soirée, ça c'est nouveau. Jusqu'à présent on faisait tout le temps des rencontres avec des présentations, uniquement des présentations.
on va essayer en fait de vous faire participer. Non pas que vous ne soyez pas actif et que vous ne posez pas de questions, mais pour créer. Donc il y a des jeunes qui m'ont dit, j'ai des projets à faire, il y en a plusieurs qui sont secondaire 4 ou 5, et qui doivent en fait réaliser des projets. Ils ne sont pas tout seuls, on peut en fait les aider. Il y a des cégepiens qui sont également donc membres du club qui sont prêts en fait à les aider. On a des experts en robotique, en électronique, on a des experts en fait en développement informatique, Python et autres langages, des administrateurs système. Mais chacun en fait peut être expert dans un de ces volets tout en étant débutant en électronique par exemple. Et donc c'est ce qui nous a amené, donc District 3 et Club Framboise, à envisager de faire un atelier d'introduction, et pas de titre encore, mais d'introduction à l'électronique sur Raspberry Pi. Ce serait, je donne la date, ça reste encore, c'est pas annoncé, vous avez la primeur. On aimerait en fait faire ça le 26 octobre, donc c'est le dernier, en fait ce serait lors de la prochaine rencontre qu'on écourterait de façon à avoir une présentation. Et ensuite, en fait, on passerait dans le makerspace où là, il y aurait en fait un atelier formel, en fait, avec apprentissage par les pairs ou français et anglais en même temps, forme d'îlot, où on va voir comment on organise tout ça. Donc, que vous soyez des développeurs professionnels, mais si vous n'avez aucune idée de comment on branche des capteurs sur un Raspberry Pi, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes un jeune, moins jeune, mais que vous ne savez pas comment fonctionne l'électronique, sans être développeur, vous êtes les bienvenus aussi. Si vous voulez juste voir en fait, ce que c'est qu'un Raspberry Pi puis manipuler, il y en aura ici, et puis donc vous êtes les bienvenus. Par contre, il y aura en fait une vingtaine de places, parce qu'en fait, si on veut vraiment avoir le temps de faire le tour de tout le monde, de parler, d'aider tout le monde, on ne peut pas avoir une assemblée grande comme ça ne fonctionnera pas. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. On n'a pas encore ouvert le formulaire d'inscription de quoi que ce soit, mais c'est sûr que ça risque en fait de générer beaucoup d'intérêt. En tout cas, on l'espère. On a aussi été sollicité. Tu as quelque chose à ajouter sur le. Ça va être en ligne très bientôt. Puis donc sur les pages des réseaux sociaux, sur le site de District Makerspace de District 3 également, qui est relayé par District 3, etc. Donc, je vous rappelle que la communauté de Concordia, c'est quoi, 40 000 étudiants? Donc on veut 20 personnes, donc dès que vous voyez passer, inscrivez-vous. C'est gratuit. Quasi gratuit. C'est gratuit ou 10 $. C'est jamais plus que 10 $. On a été également sollicité par en fait un organisme dans le secteur de l'électronique pour en fait avoir une présence à Québec. Je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Pour en fait c'est un salon de l'emploi où il y a beaucoup de jeunes. Donc des jeunes en fait des écoles secondaires. Donc je pensais en fait aux gens d'Espace Lab, mais s'il y a d'autres personnes à Québec qui sont ici, ce serait vraiment pour présenter la robotique et ou l'électronique, tous les fusées, les choses comme ça. C'est pour inciter en fait les jeunes à s'intéresser à l'électronique, sans que ce soit forcément juste en fait ce qu'on trouve dans un frigo par exemple. Donc c'est pour apporter un élément un peu plus dynamique, vivant et moderne. Donc je te regarde Alain là, mais On s'en parle là. oui, mais Ça aura lieu à quelle date? c'est au mois d'octobre. Pardon? Au début ou à la fin? Je ne me rappelle plus, je vais te donner ça tout à l'heure. Mais si les gens qui sont intéressés, dites-le nous. En fait, C'est parce que je suis en vacances jusqu'au 20. je pense que c'est le 12, j'ai un petit doute. Je crois que c'est le 12, mais je vais tout confirmer tout à l'heure. Mais si vous avez un intérêt, peu importe la date, contactez-moi, info@clubframboise.ca, et je ferai les mises en relation pour voir en fait, comment il y a un espace, on peut avoir des stands, tout ça. Montrer en fait l'expertise, ce qu'on peut faire concrètement avec un Raspberry Pi idéalement, mais s'il y a autre chose, c'est correct aussi. Donc le chapitre de Yaoundé, on va développer en fait les relations. On veut essayer également d'apporter un peu de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'exotisme. Il y a une nouvelle version d'un logiciel, c'est ce qu'on va utiliser en fait dans l'atelier d'introduction à l'électronique. C'est une librairie, donc un jeu de commande Python qui s'appelle GPIO 0, qui a été mis à jour hier ou avant-hier. Et qui permet, avec les nouvelles commandes, d'exécuter un script sur un Raspberry Pi et de lire des capteurs ailleurs, donc sur une autre plateforme. Donc c'est idéal pour faire le genre d'expérimentation. D'ailleurs, je pense que je tends la perche aussi à Québec, ça pourrait être aussi des expérimentations entre Montréal et Québec. Parce que si on peut le faire entre Montréal et Yaoundé, on devrait pouvoir faire en fait entre Montréal et Québec aussi.
Mais si vous voulez participer, vous souhaitez, sans que ce soit des projets, encore une fois, que j'insiste lourdement là-dessus, vous êtes tout seul, puis vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je l'ai fait avec Daniel, en fait, il m'a donné accès en fait, à des afficheurs, à des webcams, tu sais, quand tu faisais je ne sais plus quel essai, donc par Internet, mais ça permet en fait de voir ce que c'est en fait, d'un côté comme de l'autre, donc d'être pratico-pratique. C'est ça qu'on cherche à faire en fait, dans le Club Framboise. Et je pense que j'ai tout dit en fait en ce qui me concerne, donc je vais vous donner la parole. Si vous avez des nouvelles, des informations, des perches à tendre, de tout ce que vous voulez. Questions, commentaires, réactions, en français, en anglais. Insulte. Non. Insultes aussi, pas de tomates. s'il vous plaît. Vas-y, Pierre. Bonsoir, moi c'est Pierre Villemur, je fais partie de Facile. Est-ce que vous connaissez Facile? Je t'invite en fait pour la webcam. Est-ce que tu peux venir de ce côté en fait? Ça va être encore plus facile. C'était trop facile. J'ai de mots faciles. On peut-tu mettre la semaine québécoise, l'agenda du livre sur l'écran? Oui. Donne l'adresse. agendadulibre.ca. C'est pas son. D'accord. Là. Ouais, c'est bon ça. Bon, il est en anglais, là, mais c'est parce que ton interface est en anglais. Certain, c'est un ordinateur. Non. Non, c'est un que paramètre. Tu peux le mettre en français. Ah, il faut. Non, pas nécessaire. Tout le monde sont à l'aise. Personnellement, je suis administrateur de système, Unix essentiellement, puis Linux. Donc, je fais partie de Facile. Facile, c'est facile pour l'appropriation collective de l'informatique libre. Ça veut dire c'est la promotion du logiciel libre. Ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez la Free Software Foundation aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent ici, où c'est l'April en Europe qui font la promotion, qui vont faire du lobbyisme auprès des gouvernements, des entreprises pour que le logiciel libre puisse. Le logiciel, il y a aussi bien le hardware, les médias libres, le reste. Donc, j'ai des pamphlets, je vous expliquerai ça. Puis Facile entretient l'agenda du libre. L'agenda du libre, c'est les événements de libre qui se passent au Québec, dans toutes les régions du Québec. Comme présentement, aujourd'hui, à l'Apocatière, il y a un événement au cégep de l'Apocatière, l'introduction à l'Internet anonyme avec Hector qui se fait au Collège Maisonneuve, la rencontre des utilisateurs Raspberry Pi. Donc, présentement, vous voyez la skill là, qui est en haut sur les acronymes. C'est la Semaine québécoise de l'informatique libre qui commence le 17 septembre puis qui va se finir dimanche prochain. Durant les événements, il va y avoir différentes choses. Entre autres, il va y avoir Blog Linux qui va faire son mission demain. Je ne sais pas si vous connaissez Blog Linux. Donc, je suis plus un administrateur Linux qu'un gosseux de bidule, là, mais j'ai quand même... tu peux le montrer, Jean-Pierre? Je vais vous montrer ça tantôt. J'ai mon ami Robin Millette qui me passait ça pour vous devait venir ce soir, mais il n'a pas pu venir. Puis ça, à vrai dire, c'est un dock station. Ce que c'est que c'est un clavier, un portable, clavier, écran et c'est tout. Une batterie. Le Nextdoor? C'est le... Le Nextdoor? Comme un terminal. je sais pas, Next quelque chose, NLX. Oui, c'est ça. Bon. Donc, si vous voulez regarder ça. Comme un vieux terminal. Ben, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de processeur, il n'y a rien du tout. Vous branchez votre HDMI dedans, puis vous connectez, vous utilisez le clavier avec Bluetooth. C'est le principe de mettre un cellulaire, je crois. Ouais, ben, ça peut être aussi bien un ordinateur. On pourrait dire, là, c'est vraiment. Je l'ai rencontré tantôt, il m'a donné ça, puis j'arrive avec. Je me sens pas trop. Donc, j'ai parlé de Facile. C'est le tirage. Ah, je vais y en parler. Ok, c'est bon. On a réussi à le faire marcher, ça c'est important. Donc, je vais parler de Facile, je passerai des pamphlets si vous voulez avoir de l'information de ça. J'ai parlé de l'agenda du livre, ça vous pouvez aller dessus. Vous pouvez mettre, si vous avez des événements, faites des événements du livre, du Raspberry, n'importe quoi. Vous pouvez les annoncer facilement de ça. On partage avec toute la francophonie, à vrai dire la France, ils ont leur propre agenda, mais on est tous connectés ensemble. Puis, dans les autres activités là, qui seraient intéressantes peut-être pour vous autres, samedi, il va y avoir un Install Fest Debian au Collège de Maisonneuve.
Donc, si vous voulez venir, vous êtes invité avec vos Raspberry, puis vous voulez avoir du monde qui a un peu plus d'expertise, ou si vous voulez partager votre expertise, bien, ça serait le temps. Durant toute la journée, les autres, ils ont annoncé qu'ils commençaient à 12 heures, mais en fin de compte, je fais partie d'un autre organisme qui s'appelle le Club Linux Atomique. C'est le dernier club d'utilisateurs GNU Linux qui reste à la région de Montréal, je pense. Là, avant, il y avait le MBLOG qui existait, Montreal Linux User Group, mais je pense qu'il n'existe plus. Donc, nous autres aussi, on va faire un atelier du libre où on s'entraide sur différentes plateformes, aussi bien Debian, Red Hat, les plateformes Linux Mint, Ubuntu. Donc, ça va se passer samedi au collège Maisonneuve de 10h jusqu'à 17h. Vous allez sur l'agenda du livre, vous allez avoir toute l'information. Puis aussi, tout le temps dans la question du livre, vous connaissez Google Maps. Est-ce que vous connaissez OpenStreetMap? Bon. Bien, il y a un groupe OpenStreetMap Montréal qui fait du développement. Puis si vous utilisez OpenStreetMap, il y a beaucoup de choses à compléter. C'est les autres qui font les efforts de ça. Ils font une activité pour dimanche où ils vont expliquer comment ça fonctionne. Puis ensuite de ça, on va collecter des données à l'extérieur et on le rajoute à OpenStreetMap. Est-ce qu'il y a des questions? Le manifeste Debian, ça se passe où? L'Installfest Debian, ça va se passer au Collège Maisonneuve. Maisonneuve? Est-ce qu'il y a le local? Oui, mais si vous allez sur l'agenda du livre, vous cliquez dessus, puis à partir de là, vous allez avoir toute l'information. Tout ça, c'est gratuit et on va faire. Bon. Un message en fait en passant, le Collège de Maisonneuve est très impliqué dans la communauté Linux. J'ai découvert récemment qu'ils allaient organiser en fait la conférence annuelle internationale de la communauté Debian. Et Debian, je vous rappelle que c'est la branche de Linux à partir de laquelle est dérivé Raspbian que vous utilisez peut-être probablement sur vos Raspberry Pi. Donc les développeurs les plus imminents, les personnes les plus impliquées en fait vont être à Montréal. Ça va se dérouler au mois d'août, juillet et août 2017. D'autres réactions, commentaires, intérêts, critiques, non? Blog Linux? On est dans la semaine, on peut un petit rappel, tout le monde le connaît pas? Ok. Tu veux que je me lève? Ben oui. Ben c'est ça, comme notre cher ami Pierre a parlé tantôt. Merci Pierre encore. Je me présente Sandrine Marquis, je suis animatrice. Salut Martin. Et puis, il y a quelqu'un qui me fait. Bon, je suis animatrice de bloglinux.ca. Puis, on est en direct tous les deux jeudis, c'est-à-dire comme demain soir, je vais simplement parler de l'événement aujourd'hui. Je suis un peu déstabilisé. Puis, fait que c'est ça. Fait que demain, on va parler de tout ce qui se passe dans la semaine québécoise de l'informatique libre. C'est cool. Moi, c'est un podcast, puis toutes les 2 semaines. J'ai pas toujours le temps, tu écoutes en retard, mais c'est rigolo. C'est informel. Oui. Merci. D'autres annonces? Réactions, commentaires? Non? Nicole? Caché au fond? Toi, tu... Oui, à cause des gens à distance? Ou pour les gens à distance? Plein de surprises. Toujours des surprises. Comme les talk shows à la télé, vous regardez en dessous de votre banc, puis il y a 100 000 d'attaché. En Raspberry Pi 0. Non, bonjour, moi c'est Nicole. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là, peut-être, la présentation d'Alexandre sur Sonic Pi, où il avait essayé d'utiliser un Skywriter. Il avait essayé d'utiliser le mien, qui fonctionnait mal. Il y en a eu un autre qui fonctionnait bien. Moi, j'ai contacté le fabricant de Skywriter. J'ai travaillé avec eux autres pour trouver c'était quoi la cause du problème. J'ai été leur bêta-testeur, etc. On a trouvé la solution. Maintenant, le Skywriter est fonctionnel pour tout le monde. Pour mon travail avec eux autres, j'ai eu un Skywriter à faire tirer ce soir dans le club. Ouais. Le Skywriter, qu'est-ce que c'est? Oui. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est quoi? C'est ça, justement. Qu'est-ce que c'est un Skywriter? C'est ce qu'on appelle un hat. Alors, ça vient sur les pins de votre Raspberry Pi. Et ça vous le transforme... Ça vous donne une interface touch. Alors, vous allez pouvoir toucher, faire un clic, un double clic, des cercles,
un swipe vers le haut, vers le bas. Alors, vous pouvez donc avoir une interface gestuelle, mais ce qui est vraiment, vraiment trippant, c'est que vous n'êtes pas obligé de le toucher. Alors, celui-là, vous êtes à peu près à 30 cm. Il y en existe un plus gros qui fait quelques pieds. Okay? Alors, c'est vraiment trippant de jouer avec ça. Okay? Et alors, donc, j'en ai un cadeau de la compagnie Pimeroni en Angleterre pour le Club Framboise. Je vous avoue que le firmware sur celui-là est le firmware défectueux, mais je ne l'ai pas changé. Il est vraiment flambant neuf. Je vais vous aider à installer le firmware si vous avez besoin d'aide. Alors, en fin de soirée, on va le faire tirer. Et, encore une fois, c'est un cadeau de la compagnie Pimeroni en Angleterre. Merci. Merci. D'autres annonces, informations? Je pense que j'oublie personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Une fois, deux fois, trois fois. Je me rapproche pour qu'on me voit dans la caméra ou juste tourner. Comme ça c'est mieux, on m'entend? On m'entend dans le fond aussi. On va juste mettre ça brièvement. Ah, il veut plus. Pourquoi il veut plus? Bon, c'est pas plus grave que ça. Bon, il y a certains d'entre vous qui me connaissaient avant d'avoir vu mon nom sur le site du Club Framboise, ou qui avaient déjà vu mon nom aussi avant de voir sur Facebook, peu importe. Vous êtes privilégié parce que, étant donné que je donne la présentation aujourd'hui, il est arrivé quelque chose d'assez étrange. J'ai fait la première page de Quartier Libre. OK? Donc, maintenant, apparemment, je suis une star sur le campus de l'Université de Montréal. Au point où est-ce qu'ils ont même tassé à la deuxième page une sommité internationale en machine learning. OK? Lui, il est là. Moi, je suis là. OK? J'ai envoyé ça. C'est disponible en ligne? Oui, absolument. Je viens de le downloader en ligne. C'est gratuit. C'est le journal des étudiants de l'Université de Montréal. Ils sont venus prendre une photo dans le laboratoire. Puis ça, c'est le montage duquel je vais parler aujourd'hui. Dans le bas, on a la partie sur laquelle je vais surtout focuser. La partie du haut, c'est un accélérateur de particules. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi, je peux en parler un peu, là, mais c'est pas... Non, je vais en parler quand même beaucoup. C'est qu'il y a un gros mur en arrière, l'accélérateur est en arrière. Ça, c'est juste le bout de la ligne. Ouais. OK. Puis, comme si une photo s'était passée, pour être certain que mon ego était bien boosté, ils ont pris une photo de dos, puis j'ai remarqué à quel point je suis chauve maintenant. Parce que j'ai pas de miroir, pour voyez le principe. Une seconde. Donc, l'entrevue qu'ils ont fait avec moi et la photo était par rapport à la Semaine québécoise de l'informatique libre. Puis ils venaient me parler justement pour savoir c'était quoi l'approche informatique libre et tout ce qui était aussi free hardware à l'Université de Montréal. Et c'est là que j'ai fait plein de beaux commentaires que vous allez pouvoir lire, que mon ancien superviseur m'a reproché tout de suite après. Mais vous savez c'est comment. Donc, oui, le commentaire par rapport à l'accélérateur de particules qui est souvent beaucoup plus gros que ce qu'on a vu tantôt. La partie de droite ici, donc votre droite, c'est l'accélérateur avec deux petits humains à côté. Tandis que la partie à gauche, c'est le bout des lignes qu'on a vu tantôt. La ligne que moi j'utilisais, celle qui est dans la photo, celle-ci. Donc c'est vraiment important. Le principe de l'accélérateur de particules, j'en parle très brièvement. Il y a plusieurs types d'accélérateurs de particules. Ça ici, c'est l'équivalent du premier stage de l'accélérateur de particules au CERN. L'accélérateur au CERN est en trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle un LINAC ou un accélérateur linéaire. Ça, c'en est un. La deuxième partie, c'est un premier accélérateur circulaire où est-ce que les particules peuvent faire le tour quand même assez longtemps, accélérer à des vitesses beaucoup plus appréciables que juste cet accélérateur-là. Alors ça, ils sont injectés dans un deuxième accélérateur circulaire qui est plusieurs kilomètres de diamètre. Donc celui-là ici est gros comme un autobus environ, puis on est quand même d'atteindre, dépendamment qu'est-ce qu'on accélère, jusqu'à 70 mégaélectronvolts. OK? J'ai aucune idée ça fait combien en joules, c'est beaucoup. Mais c'est quand même à peu près 4 ordres de grandeur de moins que l'accélérateur au CERN dans les jours où est-ce qu'il fonctionne à moitié. Dans les bons jours, on est capable de se rendre dans les téraélectronvolts. On frôle la dizaine de téraélectronvolts. C'est pas utilisé pour la même chose. Dans le sens que nous, ici, on faisait de la calibration, puis on faisait de la physique de l'état solide. Eux, ils font de l'explosion de noyaux pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans la matière. Okay? Mais c'est deux sujets complètement différents. Avant de continuer,
Are any of you guys only English speakers, no French at all? Now you need to say it, otherwise the rest is going to be in French. Donc ça va être en français. En même temps, j'aurais demandé s'il y en avait de vous qui ne parlaient pas un mot d'anglais non plus. On s'entend. Donc, je vais parler un peu de la physique, je vais parler un peu du hardware, c'est quand même un meeting Raspberry Pi, mais après ça, je vais parler quand même beaucoup du software, parce que le hardware que j'ai utilisé, c'était juste le médium sur lequel tout le software a été implémenté. La majorité de ce que j'ai fait est software-based, mais le hardware est super important. J'ai utilisé le Raspberry Pi 3 et un Arduino Uno. Je vais aussi parler d'un autre projet avec l'Université de Montréal, où est-ce que Max a participé, tout élevé, on va voir Max a participé 10 fois la composante, dans le sens qu'il a utilisé 10 Arduino pour faire l'interfaçage avec les détecteurs, mais j'en parle un peu plus tard. C'était quand même pas évident, parce que c'était nouveau pour les stagiaires. Ils étaient deux, puis à deux, on a réussi à faire un gros bout de la job, mais c'était quand même assez coriace. Donc, la motivation physique, le gros projet, je passe vite là-dessus. C'est un centre de recherche, en fait, c'est l'Université de Montréal, l'École Polytechnique, 2 groupes à l'École Polytechnique, un groupe à l'ETS. On essayait de détecter la fragilisation de l'hydrogène, de l'acier par l'hydrogène. Donc, c'est un projet qui a été lancé par Aerodevtech, Bell Hélicoptère, Messier d'Audi. C'est 3 très grosses compagnies qui font des trains d'atterrissage pour avions et hélicoptères. Ça a été chapeauté par le CRIAC, qui est le Centre de recherche en aéronautique du Québec. Il manque peut-être des lettres, mais vous voyez le principe. En gros, c'est ces 3 grosses compagnies-là qui ont une idée. On aimerait savoir si, mettons que ça c'est un morceau d'acier, si ce morceau-là est fragilisé ou pas. Maintenant, ils nous donnent le morceau d'acier, nous, en académique, puis ils nous disent pouvez-vous vérifier s'il l'est? On ne veut pas le casser, on ne veut pas l'altérer, puis on veut que tu nous dises si celui-ci est correct et si le prochain aussi est correct. La façon qu'ils utilisent présentement, c'est ils en font 100, ils en testent 10, puis s'il y en a un certain nombre qui cassent dans les 10, ils scrapent toute la batch au complet, puis ils mettent tout en quarantaine. Alors, ils essaient de voir c'est quoi le problème. Puis si ça rentre pas dans les normes, ils scrapent littéralement toute la batch puis ils perdent toute la production de cette batch-là. Puis ils aiment pas ça. Ils aimeraient avoir un petit gun qui fait comme lui est beau, lui est pas beau, lui est beau, lui est pas beau. Puis c'était notre job d'essayer de trouver c'était quoi. Je dis c'était parce que malheureusement pour eux, heureusement pour moi, je ne suis plus dans ce projet-là depuis vendredi passé. J'ai quitté l'Université de Montréal où est-ce que j'étais postdoc depuis presque 2 ans. Et maintenant, je suis entrepreneur en résidence chez Tandem Launch, qui est une autre compagnie un peu comme ici. Ben, compagnie, un autre centre de développement de start-up un peu comme ici. J'ai commencé lundi passé. Je vous avertis, c'est quand même stressant. Fait que là, présentement, c'est comme des vacances pour moi. Le principe de l'acier fragilisé, on ne sait pas c'est quoi. Fait que c'est beaucoup de physique en arrière. La méthode que nous, on a décidé d'utiliser, c'est une méthode qui s'appelle la résonance nucléaire, l'analyse par résonance nucléaire. OK? Vous pensiez pas entendre parler de physique nucléaire aujourd'hui? Donc, la physique nucléaire. Le principe de fusion nucléaire, tout le monde en a entendu parler, c'est quand on envoie une particule avec assez d'énergie pour détruire le noyau d'une autre particule ou se détruire elle-même sur la seconde particule. Okay? Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait l'étude, ou en fait, ça a déjà été fait dans les années 70. On utilise juste la théorie qui est en arrière sans trop la comprendre. Bon, moi, je devais la comprendre, mais mon étudiant, lui, n'avait pas à la comprendre. On accélérait une particule qui est un isotope d'azote, l'azote étant ce qu'on respire à part l'oxygène. OK? Mais nous, on prenait juste l'isotope 15, on l'accélérait jusqu'à 6,385 mégaélectronvolts sur notre cible. Dans notre cible, il y avait l'hydrogène, et si un de ces atomes-là rentrait en contact avec l'hydrogène, il explosait, il laissait en arrière du carbone et beaucoup d'énergie. Puis à un moment donné, l'énergie s'en allait aussi comme un espèce de faisceau de lumière magique. Puis là, on détectait ce faisceau de lumière magique-là qui s'appelle un rayon gamma. OK? Donc, maintenant que vous avez entendu parler de physique nucléaire, on peut tout oublier ça, mettre ça derrière nous. OK? Maintenant, on va parler juste de détection. Ça vous va? À moins que quelqu'un veut vraiment entendre parler plus de la physique nucléaire. Excellent, parce que c'est tout ce que je sais en physique nucléaire. OK? Ma spécialité, c'est la physique du solide, la détection, la programmation, l'analyse de données. OK? Fait que là, j'ai réussi à passer par-dessus. Ah, il y a une question pour vrai. OK. Oh, vas-y. Pourquoi qu'il y aurait de l'hydrogène dans ton acier? Là? Parce qu'il a fallu qu'il plaque l'acier. Puis en plaquant l'acier, on l'amène dans une espèce de solution dans laquelle il y a de l'eau. Puis de l'eau est composée aux 2/3 d'hydrogène. Il y a quand même une bonne chance qu'il y ait l'hydrogène qui rentre dans la matière. Puis en fait, ça en prend tellement peu qu'on est obligé de prendre cette technique-là. Parce que vous pouvez imaginer, là, si j'envoie un atome d'azote accéléré sur mon acier, puis il rencontre un atome d'hydrogène, il y a une très haute probabilité qu'il émette un rayon gamma. Donc en théorie, avec cette méthode-là, on peut détecter 10 parties par million.
C'est quand même pas mal bon. OK? Toutes les autres techniques qu'on connaît peuvent se rendre à 1000 parties par million. Donc, c'est 0,1%. Nous, on peut aller pas mal 100 fois plus bas, de l'ordre de. C'est la seule technique qui est connue qui le fait. Puis là, juste pour prouver ça, hein, parce que je pensais que quelqu'un me demanderait ça, là, le graphique pour le justifier. Donc, la partie de gauche, pour vous, oubliez-la, okay, c'est du PR scientifique. La partie de droite, ce qui est intéressant, c'est que je peux augmenter l'énergie. Puis en augmentant l'énergie de la particule incidente, je vais rentrer dans la matière, je vais perdre l'énergie tranquillement, et à un moment donné, je frappe l'énergie où la réaction a lieu. Fait que ça veut dire que j'ai aussi une résolution en profondeur. Mais ça veut aussi dire que quand je vais détecter à la fin le rayon gamma qui va sortir, il va peut-être avoir changé, parce qu'il va être aussi à l'intérieur de la matière. Donc en ressortant, il va aussi potentiellement perdre l'énergie. Donc là, c'est beau tout ça, on peut vraiment mettre la physique derrière nous, ou à peu près, parce qu'on s'entend que la majorité de l'informatique et l'électronique est basée sur la physique, mais je vous explique vite ce que nous, on utilisait comme système. Donc ça, c'est la photo du bout de la ligne. Vous pouvez voir, c'est quand même très jaune, OK? Parce qu'il y a 3 bonnes raisons pour ça. La première, c'est que, comme vous l'aurez deviné, il y avait une lumière jaune. La deuxième est que je suis très mauvais en photographie. La troisième est que je ne sais pas comment utiliser les logiciels de post-processing d'images. Fait que vous voyez qu'il y a quand même un tiers qui n'est pas ma faute. OK? Ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est surtout au bout qui est important. C'est surtout ici. OK? Tout le reste, c'est quelque chose qui va aligner le faisceau, quelque chose qui va nous permettre de s'assurer que le faisceau n'est pas trop diffus, des choses qui vont s'assurer que le faisceau est collimaté, quelque chose qui fait qu'on n'envoie pas plein de junk dans notre pompe. OK? C'est toutes des considérations purement mécaniques. Là, ici, on n'est pas là pour parler de ça, à moins qu'encore une fois, il y ait des questions. Je suis ouvert aux questions. OK? C'est tout moi qui l'ai fait, cette ligne-là, elle n'existait pas quand je suis arrivé. Mais ce qui est vraiment important, c'est le bout. Au bout, vous remarquez, ici, il y a une espèce de grande tige noire. OK? Juste pointer des choses. Une grande tige noire. Ici, non, en fait, au bout de la tige noire, on a un moteur. Le moteur, on le contrôlait aussi par un système comparable à ce dont je vais vous parler. C'était un Arduino que j'utilisais pour générer un PWM qui communiquait, puis je l'avais découplé du système de 60 volts qui contrôlait le moteur par un optocoupleur. Fait que dans le fond, on avait le PWM qui arrivait du Arduino, qui s'en allait vers un optocoupleur. Alors ça, on avait le signal qui rentrait, puis c'était un stepper motor. Fait que quand il recevait un pulse, il tournait d'un certain degré. On avait un haut taux de résolution. On peut faire 2000 pulses pour un tour complet. Fait qu'on le contrôlait de l'ordre de à peu près 1 millième de pouce. Quand même bon, puis ça montait puis ça descendait un échantillon. Fait que je pouvais prendre un échantillon puis le descendre très tranquillement dans mon faisceau ou le remonter très tranquillement dans mon faisceau sans toucher à quoi que ce soit. Plus tard, on a fait un autre système qu'on devait bouger à la main, mais qui avait l'avantage d'être cryogénique. On pouvait mettre de l'azote liquide, ça faisait plein de boucanes, ça flashait pour les chauds. Puis après ça, on pouvait refroidir l'échantillon, ce qui était bien parce que vous pouvez imaginer, quand on envoie 6 mégaélectronvolts de particules sur un échantillon, il crame. OK? Il y a encore des morceaux, des gouttes de l'acier qui est tombé dans le fond du montage. OK? Des erreurs du début de l'expérience. Maintenant, on sait que ça chauffe beaucoup de l'acier. Puis malheureusement, ça diffuse beaucoup. Fait qu'on a fait un trou dans un porte-échantillon aussi. Bon. Ah, you live and learn. Au bout complètement, on peut voir ici la partie on s'en va tranquillement vers l'essentiel. La partie ici qui est notre détecteur. Bon. Qu'est-ce qui est notre détecteur? Vous vous souvenez, on veut détecter juste un photon, une particule de lumière, ou un paquet de lumière, ou un onde de lumière. Ça dépend si on est en fin du 20e siècle ou début du 21e, là. OK? Mais le principe est que quand la lumière va sortir d'échantillons, elle va potentiellement rebondir sur des objets métalliques, mais ça reste un faisceau gamma, OK? Donc, c'est très énergétique. Tu sais, les rayons X, ça passe à travers nous, puis ça réfléchit un peu sur les eaux, mais un faisceau gamma, c'est à peu près 100 fois plus énergétique que ça. Donc, ça passe à travers pas mal tout. En fait, c'est même un problème, parce que si on travaille juste à côté, ça passe aussi à travers notre cerveau. Oui? Est-ce que tu faisais d'eau à ton appareil quand le canon fonctionnait? Ben, au moins la moitié du temps. Ouais, mais c'est pour ça que j'essayais aussi d'être de face des fois, parce que j'essaie d'être symétrique. On m'a dit que la beauté était symétrique, oui? J'ai appris hier que l'électromagnétisme, c'est des photons. Ben ça, c'est pas une question, mais oui, tout à fait. Excellent. Je me suis déjà obstiné avec un prof en géographie sur ça. Oui. La lumière puis l'électromagnétisme, c'est la même chose, OK? Fait que je vais pas me lancer dans des débats, mais ceux qui sont électrosensibles devraient aussi être sensibles à la lumière, OK? S'ils disent le contraire... OK. Donc, la façon que le détecteur fonctionne, c'est qu'on a un morceau qui est un oxyde de germanium,
à peu près 3 pouces de diamètre par 3 pouces de long, qui est dans une espèce de canne en aluminium. Et la lumière, je l'ai dit, est très énergétique. Okay? Elle passe à travers nous, elle passe à travers le métal. Fait que quand elle va traverser ça, elle va aussi passer à travers ce morceau de plastique-là. Excepté que le plastique contient beaucoup d'hydrogène. Puis l'hydrogène a tendance à absorber et diffuser beaucoup aussi ce qui passe à travers, peu importe ce qui passe à travers. Fait que ce que ça va faire, ça s'appelle un scintillateur. Donc, quand la lumière va passer à travers le morceau, il va créer plein d'autres particules qui va créer ce qu'on appelle la scintillation. La scintillation va être guidée, un peu comme dans une fibre optique, vers le bout de ce morceau de plastique-là. Puis au bout, on a un photomultiplicateur qui est très simplement plein de plaques de métal à très haut voltage, donc à peu près 1000 volts. OK? Il n'y a pas de courant qui passe, donc on est correct. On a un système sous vide. Donc ce qui va arriver, c'est que la lumière va arriver, va frapper la première plaque. OK? Il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit que quand la lumière frappait une plaque, ça émettait des électrons. OK? On va le croire sur parole, OK? Parce qu'il s'appelait Einstein. Il y a eu un prix Nobel pour ça. Fait que c'est correct, c'est legit. Là, ces électrons-là vont partir, frapper une autre plaque, émettent aussi des électrons, OK? Ça, c'est un autre gars qui s'appelait pas Einstein qui l'a dit, mais lui, il n'a pas eu de prix Nobel parce que, tu sais, électron qui rentre, électron qui sort, c'est plate, mais lumière qui rentre, électron qui sort, ça, c'est awesome. Là, il y en a plein, puis il y en a plein, ça fait une cascade, puis il y en a de plus en plus qui seront au bout, puis à la fin, on a un courant. Donc, au début, j'ai une particule de lumière qui rentre dans mon morceau de plastique, puis à la fin, j'ai un courant. Le courant est malheureusement dans les milliampères, même microampères, s'il n'y a pas beaucoup d'énergie déposée. Donc, à la fin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut corréler combien d'énergie est rentrée au début versus le courant à la fin. Là, vous voyez où je m'en vais avec ça. À partir d'à peu près ce moment-là, on va faire comme la physique, à terre, c'est fini, on n'en parle plus, on a des courants, là, on est confortable. OK? Ben, c'est comme ça que vous pensez. Pour moi, je suis dans le même bateau tout le temps. OK? La physique et l'électronique vont ensemble. Je vais essayer de vous garder intéressé à la physique quand même pour la prochaine, je sais pas, demi-heure. OK? Donc, on a un courant à la fin, mais c'est pas assez fort pour pouvoir le transporter sans bruit. Parce que vous savez probablement que dans les micro-ampères, milliampères, à peine de voltage, si je le fais traverser à peu près 30 cm, je vais capter le Wi-Fi, le FM, peut-être pas le AM sur 30 cm, mettons 1 mètre, le AM. Ça commence à être chiant, OK? Parce que tout va être bruité, puis mon microvolt va devenir 10 millivolts, puis je ne saurais pas qu'est-ce qui vient de mon signal, puis qu'est-ce qui vient de mon Wi-Fi, OK? Anecdote en passant comme ça, je donnais le cours de laboratoire au département de physique avant, puis il y a quelqu'un qui a décidé que c'était une glorieuse idée de mettre son speaker, de faire jouer des Beatles en dessous du fil où est-ce qu'il passait des faibles voltages pour mesurer un effet de résonance. Il n'a pas trouvé sa résonance, il est venu me voir et m'a dit « ton montage est cassé ». J'ai dit « as-tu mis un speaker en dessous ?» Il a dit « oui ». On a enlevé le speaker. Il y avait encore beaucoup de bruit. On a réalisé qu'il était juste en dessous d'une antenne Wi-Fi. On a raccourci tous ses fils, puis il n'y en avait plus de problème. Donc la morale de l'histoire, c'est la majorité du temps, le bruit en électronique, il vient de malgré toi la pièce qui est autour. C'est particulièrement vrai si ton fil fait à peu près cette longueur-là. OK? N'est-ce pas? Prenez ça en note. Donc, ce qu'on a fait, c'est au bout du photomultiplicateur, où est-ce qu'on a des photons qui rentrent, on a des millivolts qui sortent, des milliampères qui sortent, on a mis un préamplificateur. Le préamplificateur est à ça de notre signal, OK? Fait qu'on minimise beaucoup le bruit. Ce preamp-là reçoit des millivolts, des microampères, pardon, puis il convertit en quelque chose qui est du TTL 5 volts, ben, peut-être pas TTL 5 volts, mais de la stabilité du TTL 5 volts, qui fait entre 0 et 12 volts dans le fond. C'est juste un output en voltage modulé. C'est un beau pic relativement sharp. Là, je passe vite sur les détails. On le fait passer dans de l'électronique, OK? En fait, on le fait passer à travers un amplificateur, mais qu'on amplifie à 0. On s'en sert juste pour faire du peak shaping, pour avoir un beau pic bien symétrique. Alors ça, on l'envoie dans cette chose-ci, qui est un ADC, OK? Un Analog to Digital Converter, pour ceux qui ne sont pas familiers avec son petit nom. Celui-là, ici, dans le fond, c'est un 13 bits qui peut, dans le fond, qui va générer le voltage qui va rentrer. Il va dire, si j'ai reçu 8 volts, ben c'est 8 sur 12, c'est une certaine fraction, puis il ressort en une fraction fois 8192 qui sont channel maximum. Fait que si je reçois 12 volts, il va me donner 8192. Si je reçois 0, il va me donner 0. Fait que si je reçois la moitié, 6 volts, il va me donner la moitié de 8192. Faites le calcul vous-même, je suis pas là pour ça. Le problème qu'on avait, c'est que à la sortie de l'ADC, il fallait le faire passer dans ce qu'on appelle un multi-channel analyzer. Okay? Initialement, on avait... Bon, pour les plus vieux, vous le connaissez. Moi, je suis juste à la limite de ça. Là. Ça, c'est une carte ISA. OK?
Y en a-tu qui connaissaient pas ça? OK. Ça, elle est récente, elle. Nous, elle était immense. Elle fitait dans un ordinateur qu'on avait au laboratoire. Le laboratoire date des années 60-70, OK? Puis tous les ordis dans ce temps-là marchaient avec pas ça encore parce que c'est trop vieux. Mais on avait un ordinateur qui marchait sur les 2 formats ISA. Puis c'était le seul qu'on a trouvé. Puis le password était en néerlandais, OK? Parce que mon superviseur était néerlandais, puis il était en vacances quand on l'a trouvé. Fait qu'il a fallu essayer de trouver c'était quoi. Finalement, on a découvert que c'était pas vraiment en néerlandais, sinon ça fait mal à l'envers. Mais le principe est que c'était le seul ordi qui marchait avec cette carte-là. Il a fallu qu'on l'ouvre, qu'on souffle dedans pour enlever toute la poussière. Il va avoir l'équivalent de 3 chats. On a mis la carte, on l'a interfacé, elle marchait avec juste un câble 24 pins. Ça marchait bien, mais le seul logiciel qu'on avait pour le faire marcher, c'était en DOS, d'où l'écran noir ici. OK, c'est pas n'importe quel terminal, c'est un écran MS-DOS. Vous l'avez reconnu. C'est pas... First, c'est un certain nombre de bits, et pas plus. Étonnamment, pas tellement moins non plus. C'est aussi impossible de faire quoi que ce soit d'autre qu'un seul affaire à la fois. Il n'y a pas de multitasking là-dessus, OK? Ça fait qu'il y avait beaucoup de limitations. Un des problèmes qu'on avait, c'est la physique qu'on voulait observer. C'était tous les canaux avec leur intensité. On veut construire un histogramme qui est chaque canal, combien j'ai reçu de pulses qui avait cette énergie-là. OK? Parce que l'énergie entrante est proportionnelle au canal, si on veut. Fait que le minimum d'énergie étant 0, c'est canal 0. Le maximum d'énergie étant, je sais pas moi, 10 MeV, mais ça va être 8192. Puis là, je vais avoir un beau... Le problème, c'est qu'on a remarqué, ça c'est le bout où est-ce que j'ai commencé à faire l'expérience, puis je l'ai remarqué par hasard. On a remarqué qu'au début, le pic qui avait l'énergie qu'on voulait montait rapidement. Le background montait presque aussi vite. À un moment donné, le pic qu'on voulait arrêtait de monter, puis le background, lui, il arrêtait pas. On a fait, comment c'est possible que le pic que je veux voir arrête? On a dit, il y a plusieurs possibilités. Un, l'échantillon fond. Okay, c'était ça la réponse. L'échantillon fondait. Fait qu'on a changé le porte-échantillon pour le refroidir. En refroidissant l'échantillon fondait plus. Premier problème résolu. Le pic disparaissait quand même. On dit, comment c'est possible? Mais ça ici, ça ne pouvait que recevoir et le mettre dans l'histogramme. Ça ne nous disait pas quand ça l'avait reçu. Ça ne nous disait pas comment il l'avait reçu. Ça ne disait surtout pas combien de particules j'avais envoyées avant que le signal revienne. Parce que ça, c'était super important. Non seulement j'ai le temps, mais la source, qui est l'accélérateur, son courant n'est pas constant. Il me génère un certain nombre de particules par seconde. Alors, évidemment, c'est des particules chargées, fait qu'on parlait en ampères, OK? Donc, en général, on était de l'ordre d'une dizaine de micro-ampères, micro-coulombs, donc, par seconde. Mais des micro-coulombs comme ça, de même, si c'est 10 des fois, 9 d'autres fois, 11 d'autres fois, si j'ai juste le temps, ben c'est pas bon non plus. Il faut que parce que mon signal va augmenter puis descendre si mon courant augmente puis descend. Ça, c'est pas la physique que moi je veux voir, c'est la physique de l'accélérateur. Donc, il fallait que je trouve un moyen d'interfacer le détecteur avec non seulement le temps, mais aussi l'accélérateur. Donc, ce que j'ai fait, c'est... ça, c'est le signal dont je vous parlais. J'ai réussi à décortiquer l'information, puis le pic bleu, le grand pic bleu dans le background à gauche, c'est le signal qui vient de la pièce. Okay? Donc, je vous rappelle que plus on est proche ici, plus l'énergie est faible, dans le fond, puis plus on est loin par là-bas, plus l'énergie est haute. Fait que ce qu'on voit ici, c'est le bruit ambiant à faible énergie. Bon, faible énergie, OK? Dans le sens que c'est surtout des rayons X. C'est ce qu'on appelle en science du Bremsstrahlung. Le Bremsstrahlung, c'est du rayonnement de freinage. N'importe quoi qui traverse quelque chose d'autre va ralentir, et en ralentissant, il va émettre de la radiation. Okay? Donc, c'est exactement comme ça que, entre autres, une télévision fonctionne. Parce que quand la particule rentre à l'intérieur de la plaque, cette radiation-là, c'est ce qui va nous permettre après ça de voir les vieux écrans cathodiques. Quand je parle de TV, on parle d'écran cathodique. Okay? J'ai juste 33 ans, mais on dirait que j'en ai 60, on s'entend, là. Okay? Il y a une main là, qui lève puis qui baisse là-bas, oui. Ton axe des X, ça se trouve avec le temps? C'est les canaux. Donc, c'est l'énergie. OK? Donc, j'ai deux graphiques, un bleu puis un gris. Le bleu, c'est celui... Si j'avais parti de l'expérience, je l'avais arrêté après une demi-heure, puis je l'avais reparti. Donc, mon pic au bout est disparu. Tandis que le gris, c'est avant que je l'arrête. Donc, on voit qu'il y a un pic qui est là au début, puis qui n'est plus là après. Donc, moi, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est je vais tracer un graphique en fonction du temps, puis dire ce pic-là, qu'est-ce qui arrive. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai scrappé la carte ISA, j'ai scrappé DOS, j'ai pris l'ordinateur, je m'en suis servi comme appui-porte,
j'ai mis un Arduino avec un Raspberry Pi à la place. Donc, ça c'est le montage, ok? C'est le mieux que j'ai pu faire, encore une fois, parce que, tu sais, image post-processing, c'est pas ma spécialité. Mais si vous fermez les yeux puis vous êtes un peu loin, vous pouvez le voir, ok? On a ici le Raspberry Pi. Juste un petit écran que j'ai acheté. En fait, ça, c'est la majorité de mon budget, juste là. OK? Ça, c'est 100$ pour un petit écran que tu peux brancher sur n'importe quel connecteur. OK? C'est beaucoup trop cher pour qu'est-ce que c'est, mais j'étais paresseux, j'avais pas le goût d'interfacer ça autrement. Fait que je n'ai acheté un, j'ai dit c'est sur le budget de recherche. J'ai toujours pas reçu mon remboursement. On a un petit breadboard ici, mais on va revenir tantôt. Puis là, j'ai un Arduino. Donc, le Arduino, on voit à côté, on a un connecteur juste coax, bien standard, mais qui sort avec 2 pins. Comment? Un BNC, c'est ça? Ben, c'est un coax. Ouais, c'est un BNC, mais c'est un coax. Parce que fait que le principe est que le double, alors ça, je le fais passer sur un pull-down, OK? Ça va arriver d'un BIC, qui est un intégrateur de courant développé par Brookhaven National Laboratory, OK? C'est du vieux stock, mais ça marche extrêmement bien. Le BIC, la façon qu'il fonctionne, c'est que on le connecte sur le bout de notre ligne, puis quand on a les ions qui arrivent, ça crée un courant. Lui, il fait juste compter combien il y a de courant qui est arrivé avec un condensateur. Chaque fois que son condensateur se vide, il envoie un pulse. C'est un pulse TTL qui fait à peu près 1 microseconde de largeur, 5 volts de haut. Puis le pulse arrive régulièrement, ça dépend sur quelle échelle il est placé, tout ça. C'est des détails, mais c'est super important parce que je peux pas juste dire à mon Arduino, écoute, puis quand tu vas voir quelque chose, ajoute 1. Parce qu'un Arduino, il est pas on stand-by, il passe dans sa loupe. Ce que j'ai fait, c'est j'ai dit passe dans ta loupe, mais quand il va y avoir un pulse, interromps-toi. J'y reviens plus tard sur comment j'ai fait ça pour ceux qui ne le savent pas déjà. Il y en a qui sont comme moi, ouais, je comprends, ouais. Mais il y en a qui ne le savent pas, donc j'y arrive. Après ça, j'ai aussi le fil qui est en haut du Arduino, qui est juste un connecteur standard 24 pins, ou je ne sais pas combien c'est là, que j'ai très artisanalement branché avec des fils très temporaires. Okay? C'est la version préliminaire sur un breadboard. Mais ce qui arrivait de l'ADC, c'est du TTL 5 volts. Puis ce qu'on peut mettre sur le GPIO d'un Arduino, c'est mieux de rester en bas de 3.3. Okay? Fait que j'ai fait des voltage dividers juste capacitifs. Puis j'ai dit, je ne tirerai pas de courant de ça, je vais juste mettre quelque chose qui divise mon courant avec des résistances. De toute façon, dès qu'on est au-dessus d'un certain threshold qui est de l'ordre d'un volt, il va enregistrer ça comme étant ouvert. Puis en bas, il va l'enregistrer comme étant fermé, parce que c'est binaire, là. Fait que je reviens plus tard sur ça, comment ça fonctionne, mais en gros, ce qui arrive, c'est que cette image-là, il y a une partie qui compte le nombre de pulses qu'il reçoit de l'intégrateur de courant, et donc il sait combien de courant il y a eu, puis il y en a un autre qui reçoit le signal de l'ADC. Je travaille avec ça présentement avec l'Arduino. Ouais. J'utilise pas la loupe. Non. Je fais une interruption. Ouais. Et quand il y a une interruption, il va faire le compteur automatique. Ouais. Le loupe, il reste comme des bouts. Oui, mais j'avais aussi besoin de la loupe. Je vais y arriver tantôt. Donc, ça, c'est à ça que ça ressemble vu de haut, encore très très jaune. Okay? La partie de droite, vous voyez là, c'est blanc, n'est-ce pas? Je l'ai pris, je l'ai amené ailleurs. Je prends une photo ailleurs. Donc, j'avais joué, comment ça s'appelle, mais le connecteur qui part du GPIO puis qui va jusqu'au breadboard. Là, j'ai acheté ça parce que j'étais paresseux, mais c'est un genre de T-connector. En réalité, on aurait pu le mettre directement sur les pins du GPIO, mais j'avais pas beaucoup de place parce que c'est dans l'espèce de caisse qui vient avec, parce que j'ai décidé de pas faire trop fancy. Mais en gros, c'est très directement connecté, les grounds avec les grounds, puis toutes les pins avec toutes les pins. J'ai un petit schéma tantôt pour vous l'expliquer lequel qui va avec lequel, en même temps qu'on va parler de la partie software. Et ça, c'est à ça que ça ressemble à la fin. OK? Donc, là, je vole le punch, c'est ça. Fait que vous pouvez en aller maintenant si vous voulez, mais le principe est qu'en haut, à gauche, c'est le spectre brut, comme ce qu'on a vu tantôt. En haut à droite, c'est les 5000 derniers événements. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de statistiques, mais vous voyez que le pic qui est autour de 5500 est complètement disparu, versus le pic qui est à 5500 dans la première partie. Puis en bas, c'est justement l'intégrale, si on veut, la somme de tout ce qu'il y a dans chacun des channels entre à peu près 4500 puis 6500. Donc, on voit que le signal part de quand même assez haut, au-dessus de 400 comptes, puis qui descend jusqu'à presque le tiers. Okay? Parce qu'il reste quand même un peu de signal, mais il est très très faible. Okay? Donc, ça, c'est une augmentation drastique de la puissance d'acquisition versus ce qu'on avait avant. Puis ça a été fait presque seulement avec du software qui était déjà installé.
Tout ça avec Python. J'insiste sur Python 2.7 parce que chaque fois que je donne des conférences puis je mentionne Python, quand là tu fais en Python 3. Non, je l'ai pas fait en Python 3. On dit fatigant. 2.7. Pourquoi pas Python 3? Parce que quand j'ai commencé, il n'était pas compatible avec toutes les autres affaires, Python 3. Maintenant, il l'est peut-être, mais moi je suis vieux. Hein? Bon. Ça fait 12 ans que j'utilise Python 7 puis je ne changerai pas. Python 7, ça marche très bien. Il y a encore des librairies qui ne sont pas compatibles avec Python 3. En particulier en analyse scientifique, comme les librairies d'affichage Matplotlib, que je vais mentionner mais que je ne vous montrerai pas. C'est avec ça que j'ai tout fait mes graphiques. Jusqu'à tout récemment, il était compatible avec Python 3, mais pas sur toutes les options. Puis sur la plateforme Python 3, il y a certaines options que tu pouvais faire, par exemple, pour le mettre dans un GUI, un Graphical User Interface, qui n'était pas disponible. Okay? Donc ça peut des fois être problématique, mais ça, je ne veux pas en parler, je le mentionnerai même pas. Avant que tu ailles plus loin, je vais revenir à la physique. Là. À la physique, ok, voilà, c'est loin. Là. Vas-y. Alors, là, on a un problème d'acier fragilisé à l'hydrogène. Oui. On garoche un paquet de particules sur un échantillon d'une grosseur, je sais pas. On rentre ça dans un breadboard avec du fil puis du bruit. Oui. Puis, j'ai pas le goût de prendre l'avion, là. Bienvenue dans mon monde. Là, je peux faire une petite parenthèse, expliquer pourquoi tout ça a été fait. Imaginez, si je suis capable de savoir exactement combien il y a d'hydrogène dans l'acier, je peux dire c'est quoi le taux d'hydrogène et donc corréler ça avec la fragilisation. Donc, s'il y en a beaucoup, c'est fragile. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas fragile. Donc, ce que je veux en venir, c'est que... Je sais, tu vas pas aller dans l'avion, tu l'as dit. Ton accélérateur, il y a de l'air que je peux pas t'astiner, je connais pas ça. Ouais. Mais l'électronique qui est au bout, tu dis qu'il est influencé par l'antenne Wi-Fi, le cellulaire... Oui, mais ça, c'est ce qu'il y a entre le... 0,12 volts ou du TTL. Puis ça, je pourrais le faire filer dans 5 mètres, puis ça devrait être quand même pas pire. J'ai du bruit, mais du bruit sur du TTL, c'est pas du bruit sur ce qui sort avant le preamp. Okay. Fait que c'est bien important de réduire la distance entre tous les signaux faibles et leur preamp, mais tout ce qui rentre après dans l'ampli est déjà préamplifié. Donc, ce qui va arriver, c'est que si j'ai un signal qui est ça d'eau, puis j'ajoute tout ça de bruit dessus, je sais pas il est où mon signal. Si j'ai un signal qui est ça d'eau, puis j'ajoute tout ça de bruit dessus, c'est pas si pire. Je suis quand même vivre avec ça, t'sais. Fait que c'est ça les blagues par rapport à les coller ensemble, éviter de mettre des speakers en dessous de ton expérience. Mais ce qui est super important pour nous, c'est si je suis capable de dire combien il y a d'hydrogène, je vais pouvoir te dire si ton acier est fragile ou pas. Fait que je vais pouvoir appeler Bell Hélicoptère ou appeler HeroDevTech, leur dire cette batch-là, il y en a la moitié tes scraps parce qu'ils sont trop fragiles, l'autre moitié est correcte. Ça implique qu'il faut qu'ils me shippent toutes leurs pièces, que je coupe en petits morceaux, puis que je les mets dans mon accélérateur. Ça, c'est pas optimal. C'est pour ça que moi, je faisais la calibration sur l'échantillon standard. Après ça, dire aux 3 autres groupes qui faisaient des mesures différentes si, effectivement, l'échantillon qu'eux avaient était fragilisé. Puis là, ils pouvaient faire des mesures et dire « Oui, j'ai découvert telle trace de signal. » C'était très préliminaire. Ça reste de la science fondamentale. Peut-être dans 10 ans, ça va être une méthode de détection. Puis ça faisait chier les ingénieurs de chez Hero, Bell et toute la compagnie parce qu'ils aimeraient ça, eux autres, avoir le petit gun tout de suite. On leur dit, ouais, à un moment donné, tu vas en avoir un, mais à un moment donné, c'est pas pendant les 5 prochaines années. Oui? Combien de temps ça prend pour évaluer un échantillon? Combien ça prend de temps pour évaluer un échantillon? C'est une excellente question aussi parce que initialement, je devais arrêter et repartir l'accélérateur pour faire chacun des bins de temps. Ça prenait des heures pour faire un graphique comme ça. Ce graphique-là m'a peut-être pris une demi-heure. Puis, il affiche en temps réel. Puis le fit qu'on voit en vert, si vous avez des bons yeux, sur la courbe, elle se fait en temps réel aussi. Donc, une demi-heure de temps, je l'ai tout fait. Je peux bouger l'échantillon pour faire un autre scan une demi-heure de temps. Fait que le temps que ça me prenait faire un échantillon, puis partir, arrêter, prendre en note, je vais quand même faire 3-4 scans. Fait qu'en une journée, je peux faire plusieurs échantillons. Fait qu'on gagne énormément en termes d'efficacité, on gagne énormément en termes de précision. Avant, la précision qu'on avait était de l'ordre de 0.1%. Maintenant, on a 10 ppm. Fait qu'on est à 0.001%. On a fait fois 100. Fait que sans ce montage-là, puis sans le système sur lequel ça réside, il n'y avait aucune façon que cette expérience-là était viable. Fait que c'est non seulement quelque chose qui révolutionne, si on veut, la façon dont l'informatique est faite dans un laboratoire, mais c'est aussi quelque chose qui révolutionne les résultats en termes d'ingénierie. Donc, là, j'espère que
Le mauve sort très mal. J'espère que vous n'avez rien contre voir du code à l'écran, hein, parce que j'ai fait du code, je vais parler beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est les librairies que j'ai utilisées en Python. OK? Qui ici a jamais codé en Python? OK, moins qu'une dizaine. Il y en a, c'est sûr, que j'ai jamais codé en Python, on s'entend. Hein? Python, c'est un langage quand même haut niveau. OK? Donc, c'est très proche de ce qu'on appelle le pseudo-script. Si j'écrivais un code à la main en français ou en anglais, ce serait un peu plus grammatical, un peu plus syntaxique, sauf que presque tous les mots sont les mêmes qu'en anglais. Okay? Donc, petite introduction sur Python. Je me suis dit, dans la semaine d'informatique libre, il faut parler de Python ou de quelque chose de comparable. Puis deuxièmement, je pense que c'est assez intuitif utiliser Python pour utiliser un Raspberry Pi. Ceux qui utilisent les Raspberry Pi sans utiliser Python, qui ont des préférences hautes, c'est sûr, chacun a son langage préféré. Moi, j'ai toujours codé en Python, puis je trouve qu'en plus, ça se prête bien. Donc, ça, c'est juste un en-tête, il y a mon nom de laboratoire, c'est les détails. J'ai importé tous ces librairies-là. Fait que pour les importer, c'est import dans la librairie. Je vous explique vite qu'est-ce que chacune des librairies font. L'analyse mathématique, l'analyse graphique. Fait qu'on peut les oublier pour l'instant. On peut en oublier un bout aussi parce que c'est juste pour être certain qu'on utilise le bon back-end. Les back-end associés à l'affichage graphique ou l'affichage PDF ou peu importe, c'est des détails. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir. Je suis quand même pas pire là-dedans. Après ça, j'ai utilisé PySerial, qui est celle-là juste ici. Ça permet d'utiliser l'USB pour communiquer, dans mon cas, avec le Arduino. Okay? J'ai un exemple, c'est 3 lignes pour ouvrir la communication avec le Arduino, extrêmement simple. Après ça, quand on programme en Arduino, c'est pas mal tout le temps par le serial. Puis le serial, c'est de la communication qui sont des séries de symboles ASCII. Okay? Donc, ça fait des lettres ou des chiffres, mais lui, il va l'interpréter tout le temps comme étant encodé comme des symboles purement ASCII. Donc, serial permet de communiquer à travers le port USB jusqu'au Arduino. Après ça, Subprocess, je m'en suis servi parce que j'avais besoin de quelque chose qui écoutait en tout temps mon clavier pour que je puisse écrire « OK, maintenant, stop, arrête de faire l'acquisition de données », puis il coupait tout le reste. Donc, j'avais besoin d'avoir un processus qui écoutait mon clavier et rien d'autre, pendant que le reste de mes processeurs était là pour faire l'acquisition de données. RPI GPIO vient de facto dans toutes les Raspberry Pi 3. Avec à date ce que j'ai vu, OK? Ah, il y a des grimaces dans ce coin-là. C'est ce que GPIO 0 remplace. Il simplifie vraiment beaucoup. Mais tout n'est pas encore dans GPIO 0. Ouais. Et là, il y a beaucoup de paramètres en fait, à déclarer qui sont systématiquement les mêmes. Donc, celui-là, il y en a un. C'est beaucoup. Genre, on va voir tantôt. Le principe est que peut-être qu'il y a une nouvelle librairie qui le fait, mais celle-là, pour ce dont j'avais besoin, c'était très direct. Puis, étant donné, je ne sais pas comment est la nouvelle librairie, c'est tout le temps la même forme de syntaxe. Okay? Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup des nouvelles librairies Python, contrairement à beaucoup d'autres systèmes. Une fois qu'on connaît la façon d'utiliser une librairie, tous les autres marchent presque tout le temps de la même façon. Donc, souvent, ils ont des noms similaires parce qu'il y a un standard sheet, mais il y a aussi souvent la façon dont les arguments sont appelés, c'est systématiquement la même chose. Les arguments appelés keyword arguments sont souvent même les mêmes noms, c'est vraiment sympathique. Encore ma tête libre pour faire l'animation parce que je voulais que mon graphique s'affiche en temps réel. Je vous épargne les détails affichage en temps réel. Je vais juste en faire une brève parenthèse. Multiprocessing, si vous avez à prendre en note une librairie à ne jamais utiliser, OK? Multiprocessing. OK? C'est bien important. À moins que vraiment vous ayez le goût de vous casser la tête à l'enfer. Moi, je ne connaissais pas, hein? Fait que je l'ai utilisé pareil. Time date, puis threading. Time puis time date. Tantôt, je parlais de subprocess. Puis il y a threading. Threading, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui me permet d'écouter mon clavier puis de communiquer. Subprocess m'a permis de lancer des commandes dans le terminal Bash Shell pour être certain que je n'avais pas à fermer mon code, rouvrir mon code, je peux quand même interagir avec l'OS qui est en arrière assez facilement. Okay? Fait que tout ça étant, j'allais dire Debian, mais Raspbian. Sauf que ça marche aussi sur ma machine Mac qui est Unix dans le fond, la version Mac. Okay? Donc, ça, c'est les librairies. Je vais passer par-dessus un peu chaque chose, comment ont été utilisées. Mais le focus de cette conférence-ci, c'est vraiment de dire comment j'ai parlé avec mon Arduino puis avec le GPIO. Okay? Donc, pour se connecter à un Arduino, okay, c'est ça. J'ai des questions sur ces 6 lignes-là. Donc, tu n'utilisais pas les IDE
Oui, j'ai programmé avec le IDE pour que le processeur soit initialisé. Je le montre tantôt, mais je vais commencer par la partie Raspberry Pi. OK? Donc, dans le fond, le try puis accept, c'est juste essaye ça, puis si ça marche pas, écris ça. OK? Fait que si ça marchait pas, il me disait j'ai pas réussi à me connecter. Si ça marchait, ben il me disait j'essaie de me connecter, ok c'est beau, je suis connecté. Ok, fait que ces 6 lignes-là te permettent de te communiquer à un Arduino. Puis la variable Arduino, qui est définie à la ligne 42, n'est-ce pas, contient l'adresse serial qui va permettre de parler à mon Arduino. Fait qu'à partir de ce moment-là, si je veux parler à mon Arduino, je vais lui dire écris-moi la lettre K ou écris-moi la lettre W ou donne-moi le nombre de comptes que tu as fait. Ben, dans mon Arduino, j'ai programmé des choses, pour ça qu'il passait dans ma boucle, ok, puis qui écoutait tout le temps le serial port. Si à un moment donné, il recevait la commande t'es rendu où dans tes comptes, ben lui, il me retournait ça. Fait que pour lui envoyer la commande, Arduino.write la lettre que je veux, faire la parenthèse, bang, maintenant il reçoit la lettre que je veux, ok? Très direct. Puis, c'est exactement ce que je fais ici. Alors, c'est un peu petit, là, mais je vais vous montrer le bout qui est bien important. Ça, c'est la même chose qui était en haut tantôt, ok? Cette boucle-là, ici, c'est celle-là, ok? Mais ce qui est vraiment important, c'est elle. Self.arduino, self parce que je suis dans une classe, ok? .write Z. Z, je l'ai dit dans l'Arduino, je vous montre tantôt, c'est réinitialise tout à 0. Donc Z, c'est intuitif, c'est 0. Un peu plus loin, j'utilise K, qui est à la ligne 127. K, c'est pour me dire il est où dans ses comptes. Là, il va me retourner quelque chose. Donc, je peux lui dire self.arduino write K. Le Arduino reçoit la lettre K. Il fait comment je suis rendu à 125. Fait que lui, dans son script, il me retourne la valeur 125. Que moi, après ça, je vais lire à readline ici. Oui? Pourquoi on va utiliser le Arduino? J'ai utilisé l'Arduino parce que... On va y arriver juste là. Parce que c'était facile de dire « Attends, si jamais il y a un pulse qui rentre qui fait 1 microseconde de large, interrupt, ajoute 1 à une fonction, après ça ressort et recontinue. » Puis c'était facile d'y parler avec Serial. Sinon, il aurait fallu que j'ai quelque chose d'autre qui compte. Je ne peux pas interfacer directement l'intégrateur de courant BIC avec le Raspberry Pi. Parce que le Raspberry Pi, il n'y avait pas d'interrupt sur aucun des GPIO pins. J'avais pas assez de GPIO pins parce que ça m'en a pris 17. Il m'a même fallu que j'aille chercher des choses qui étaient réservées pour certains protocoles. Mais vu que j'utilisais pas les protocoles, j'étais correct. Fait que c'était touché. Puis je connaissais bien Arduino. Fait que j'ai dit, je vais utiliser Arduino pour compter. Je vais utiliser Arduino pour quelque chose de séparé. Puis je vais avoir un processus qui va juste de temps en temps faire des queries vers mon Arduino. OK? C'est un Raspberry Pi aussi, c'est un OS, hein, donc ouais. Si tu l'interromps, ouais. il y a des latences, donc c'est pas bon de faire du real-time. Ben, ça fait beaucoup de choses, mais il me semble, pour le real-time. Ça dépend. Là. Dans ce cas-ci, c'était un problème parce que c'est le Raspberry Pi 3, fait que c'est 1.1 GHz. En théorie, j'aurais pu faire du refresh et dire si tel pin, t'as high, fais juste me dire OK que t'as un de plus. Mais je voulais être certain que j'en manque pas un. Si j'en manque un, là, je commence à avoir des problèmes. Lui, il en manque pas. Ben, c'est pas vrai. Il peut en manquer. Dans le fond, le Arduino peut manquer des comptes. Mais, dépendamment comment on l'initialise. Donc, la ligne qui est super importante, là, c'est elle ici. Attach interrupt. Avec une pin digitale. Donc, juste 0 ou 1. C'est pas une pin analogue. Il n'y a pas besoin de faire une lecture analogique. Parce que là, le temps de lecture est beaucoup trop long. Il y aurait plein de pulses le temps qu'il fasse une lecture. Donc, j'ai dit que c'était la 2, puis ça c'est super important parce qu'on a différents types d'Arduino, ils n'ont pas toutes les pins qu'ils peuvent lire. Donc là, moi j'étais sur le Uno, c'est la 2 ou la 3. Quelqu'un avait déjà mis un cure-dent dans la 3, fait que c'était la 2. Quand on partage un laboratoire, des fois on trouve des morceaux de bois dans toutes sortes de choses. C'est pas drôle quand ça vous arrive, ok? Vous trouvez ça drôle maintenant, c'est pas... Mais j'ai pas eu à payer pour cette chose. Arrive brièvement. Je ne vais pas me lancer trop dans le multi-threading puis le multi-processing, mais pour être certain
ça, mon autre processus qui écrivait dans un fichier allait la chercher. Je me suis dit, c'est pas grave si le premier processus n'a pas encore renouvelé la valeur. Au pire, je suis en retard d'1 ou 2 cycles. C'est pas plus grave que ça. Parce que la vitesse à laquelle mes données rentraient était quand même haute. Là. Je mesurais peut-être un grave si je ralentissais un peu, mais pour être sûr que j'avais pas de problème, je l'ai mis carrément dans un thread. C'est très technique, je suis désolé. Non, l'ADC parlait directement au GPIO. Ouais, on y arrive. Le Arduino ne servait qu'à compter le nombre de pulses qui arrivaient du current integrator. Comme je dis, c'est parce qu'il y avait un pulse qui avait 1 à 2 microsecondes de large, 5 volts de haut stable. C'est ça, c'était une machine d'un côté qui ressemblait à peu près à ce projecteur-là, qui lui, faisait juste compter le courant, de l'autre côté, l'ADC. Là, on arrive dans le moment où est-ce que c'est quand même assez important de réaliser que, tu sais, le titre de présentation, c'est comment sauver 10 000 $, OK? Si vous n'avez pas besoin d'un MCA, achetez pas un MCA, OK? Un Multi-Channel Analyzer, c'est pas nécessaire dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, on sauvera pas 10 000 $ en écoutant mon talk. Mais si vous avez besoin d'un Multi-Channel Analyzer, achetez-en pas un chez Canberra ou Ortec, là. Ça coûte à peu près... la règle du pouce, comme on dit, c'est chaque pouce de large sur un objet électronique coûte à peu près 5 000 $. OK? Fait que s'il faut en acheter un, c'est 5 000 $ dans le feu. J'en ai codé un ici qui m'a coûté à peu près 200 $ de cash, puis à peu près 2 semaines de mon travail qui est très loin de 5 000 $. OK? Parce que les postdocs, on n'est pas payé très cher. OK? Puis ce qui est cool, c'est qu'à partir de ce moment-ci, je peux copier ce script-là, le mettre sur n'importe quel autre Arduino qui va encore me coûter à peu près 200 $ si je suis trop paresseux puis je m'achète un autre écran. Puis bang, on a un nouveau MCA. OK? Mais ça a demandé du travail, puis maintenant que je suis parti, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils entretiendront mal cette chose-là, puis ils vont faire n'importe quoi avec, puis ça va devenir inutilisable, OK? Comme n'importe quel Frankenstein. Sauf que j'ai donné tous mes contacts, j'ai dit, appelez-moi s'il y a un problème, on va venir vous l'arranger, il n'y a pas de problème, jusqu'à temps que je décide que la garantie est plus valide. Donc, la dernière partie qui est vraiment cool, c'est j'ai défini une classe qui me permet de justement me connecter. Je dis c'est quoi le baud rate que je veux, c'est quoi le port, qui est assez standard pour le Arduino Uno. Souvent, je fais tout le temps cette forme-là, puis 1, 2, 3, 4, 5. Et après ça, j'ai défini une variable, puis j'y ai donné cette fonction, cette classe-là comme argument, avec plein d'arguments. Maintenant, Arduino contient tout ce qui est important à savoir, c'est sa propre classe, qui a à l'intérieur sa variable qui est l'adresse serial pour parler au Arduino. Puis tout le restant est compris là-dedans, avec ses propres fonctions pour lire, remettre à zéro. Fait que tout est compris en dedans d'une ligne. Puis ce processus-là, comme je l'ai dit, je l'ai mis dans un processus, littéralement. Je l'ai mis dans la librairie multiprocess, là, je l'ai mis dedans. Fait qu'il est parti de son bord, il utilise même que dans Arduino, dans le Raspberry Pi 3, c'est un quad-core. Fait qu'à l'intérieur, il va gérer quoi va sur quelle partie de son cœur. Fait qu'il a utilisé carrément un cœur. Puis il y avait un cœur, si on veut, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, parce que c'est pas des vraies séparations, là. Mais il y a une partie qui est tout le temps à l'écoute du Arduino. Le Raspberry Pi écoute l'Arduino. Si je lui demande quelque chose, ben il le reçoit. Pendant ce temps-là, le reste fait ce qu'il veut. Un peu plus loin, je la montre. Celle-là, c'est la fonction qui va lire et recevoir et tout ça. Puis ça, c'est un... Ouais. Puis la partie multiprocess, là, c'est... pour 6 lignes de code, j'ai dû passer la moitié de mon temps dessus. Mais on y arrive, OK? Maintenant, ça, c'est le fameux GPIO. Quand on dit qu'il y a des lignes inutiles au début, c'est celle du haut, OK? C'est parce que je dis set mode GPIO BCM, OK? C'est celle-là. C'est celle-là qui est peut-être inutile maintenant. Sauf que, elle existe probablement encore, mais c'est la façon... C'est ça. Mais ça dépend, il y a un autre mode. Peut-être des gens voudraient utiliser l'autre mode, mais effectivement, cela c'est le mode que tout le monde devrait utiliser parce que le nom des pins sur le board en tant que tel, c'est ceux qu'on va utiliser dans ce mode-là. Sinon, ils sont différents, c'est un peu contre-intuitif de retrouver lesquels qui sont lesquels. Fait qu'effectivement, c'est vraiment cool que ça soit initialisé par défaut, si on veut. Mais après ça, le rouge, ça sort surprenamment mal, là, okay? Mais ça, c'est tous les pins que j'ai utilisés, qui sont la pin 4, 5, 6, 12, 13, on s'en fout des numéros, OK? En gros, la façon que ça fonctionnait, c'est mon ADC est à l'écoute du signal qui arrive.
S'il reçoit un signal, il convertit en une valeur qui va de 0 jusqu'à 8192. À partir de ce moment-là, ce qu'il dit, c'est « j'ai quelque chose dans mon buffer ». Fait qu'il ouvre un flag. J'ai quelque chose dans mon buffer, puis il met une de ses pins à « true ». Là, il faut que mon Raspberry Pi écoute cette pin-là, puis si elle devient « true », il faut que lui retourne à l'ADC « OK, je la veux ». Fait que lui, il faut qu'il mette « true » une autre pin. Alors ça, l'ADC, il dit « Ah, il veut ». Donc, il faut qu'il prenne l'information puis qu'il la mette sur 13 pins binaires. Après ça, le Raspberry Pi, il faut qu'il lise, puis il dit « OK, c'est beau, j'ai les ai ». Fait qu'il y a une autre pin qu'il faut qu'il mette à true. Il y a toute la communication, mais dans les deux directions. Fait que pour être certain que tout fonctionne, il faut que le Raspberry Pi écoute l'ADC à quel moment il y a quelque chose à dire. Il faut qu'il lui demande, il faut que l'ADC le prépare, que le Raspberry Pi le lise et dise « OK, c'est beau, tu peux les enlever » pour que l'ADC les enlève de son buffer. Il faut qu'il fasse tout ça assez rapidement parce que le but, c'est de prendre l'information, de demander au Arduino, toi, t'es rendu où? De prendre cette information-là aussi, de demander à la clock interne de l'ordi, il est quelle heure? Qu'ils prennent cette information-là, puis qu'ils le mettent dans un fichier, puis qu'ils réécoutent après ça pour être certain que l'ADC n'a pas reçu de nouvelles informations pendant ce temps-là. OK? Fait que pour faire tout ça, il faut nécessairement commencer à faire du multi-threading. Fait que là, a priori, le multi-threading marche très bien. Donc on dit, on a 3 threads, un qui écrit dans le fichier, un qui écoute l'ADC, puis un qui lit l'Arduino, et, juste pour être certain, un autre thread qui regarde mon clavier en tout temps, d'un coup j'ai écrit « stop ». OK? Fait que j'ai un gros flag global qui est « si ce flag-là devient stop, stop tout ». Fait que là, c'est la partie où j'initialise. Puis ça, c'est très très petit où est-ce que j'écris dans le fichier, OK? Mais en gros, ce qui est vraiment important, c'est juste ce bout-là. J'ai coupé tout le haut, sans plus gros. J'ai une partie request, où est-ce que je dis « output, la pin 5, t'as mis à true ». Après ça, tu dors. T'attends. Après ça, accept. Ça, c'est une fois que tu vas avoir lu, tu peux retourner ça, puis dire, maintenant enlève tout de ton buffer, puis tu remets tous tes flags à false. Tu as une partie read qui va lire tous les pins sur l'ADC. Tu as une partie read ADC qui comprend ça à l'intérieur, mais qui va aussi faire le request, le checking, la validation, le read, puis le accept. Fait que ça, c'est tous les modules qui font tout ce que je veux. Celle-là ici, c'est celle qui l'exécute. OK? Donc, à la fin, c'est une classe. Donc, j'ai une classe ADC. Fait que je peux revenir ici. Je peux définir une variable, mettre la classe ADC dedans, puis quand je veux quelque chose, je peux dire ADC.count, ADC.value, ADC.read. Oui? Cette classe-là, ADC, que tu as? Oui. Elle fait tout pour... C'est elle qui fait l'acquisition pour l'ADC, puis dans ce cas-ci, c'est aussi elle qui écrit dans le fichier. Combien de temps as-tu exactement combien de temps ça prend? Oui. Exactement. Oui. Nanosecondes. Non, en anneau, je peux te dire en anneau si tu veux, là. Oui, je l'ai optimisé pour que ce soit le plus rapide possible, parce que je vais être certain que le nombre de comptes qu'on avait, vu qu'on pouvait augmenter le courant, j'ai dit le courant maximum d'accélérateur, c'est quoi? Je vais viser ça. Puis, présentement, je vais 10 000 fois plus vite que le count rate que j'ai besoin. Ça veut dire que présentement, je fais une acquisition à chaque 10 milli, j'ai dit tantôt. Fait en théorie, juste celle-là, on parle aussi écrire dans le fichier, puis fermer le fichier. Il fait en tellement peu de cycles de processeur qu'on est de l'ordre de à peu près, peut-être pas 10 000, mettons 1000. On est de l'ordre d'une vingtaine de micros. Ouais. Celle-là, oui, le plus élevé possible, parce que je veux rien manquer dans l'ADC. Non, j'ai des sleeps dans toutes les autres, parce que c'est pas trop important les autres, mais elle, je veux qu'elle roule full pin. Elle utilise 30% de mon CPU. Fait que c'est un problème, parce que ça fait que toutes les autres tâches combinées, surtout l'affichage, prend aussi de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. On a la bande dans le haut, là, je frôle les 60% en tout temps. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est que si je veux rouler sur un Raspberry Pi 3, un 2, je pourrais probablement pas. Puis, même sur un 3, c'est pas optimal parce que ça va faire qu'à la longue, je vais passer beaucoup de courant. Mais pour être certain que je passe pas trop de courant, j'avais un hub USB qui minimisait le courant qui passait dans mon board. Okay? Mais j'éviterais de le faire rouler plus que 24 heures. Parce qu'après 24 heures, t'es pas sûr que ton CPU peut te faire autant d'utilisation standard, là, 60% pendant 24 heures. Ouais. J'ai 3 fichiers qui s'écrivent, sont ouverts en tout temps.
puis je minimise ce qui est écrit dedans. Mais c'était assez rapide. Ouais. Au début, je l'avais pas fait. Ça faisait que j'avais des fichiers qui, en 24 heures, faisaient genre 200 MB. C'était atroce. Mais après avoir minimisé tout ça, puis l'avoir compilé en binaire, l'avoir compressé en binaire, c'était des peanuts. Donc, cet objet-là, après ça, fait partie d'une autre chose qui va, dans le fond, lire, écouter, tout ça. Mais ça, c'est pas important. Je l'ai juste mis là, c'est une question. Puis j'ai la fameuse fonction magique que j'ai appelée flag avec juste un G, parce que ça me tentait pas de mettre deux, qui, dans le fond, demande est-ce que tu veux arrêter? Puis tant aussi longtemps que j'ai pas marqué les lettres S, T, O et P, dans cet ordre-là, il va continuer à me redemander la même question. Fait que, tout ça ensemble, ça donne, là c'est le bout où on parle de multiprocessing, là, ça donne les pires lignes que j'ai écrites de ma vie, ok? Ça, puis à la fin, join. En fond, ce que ça fait, ça dit, part un multiprocess où est-ce que tu comptes, part un multiprocess où est-ce que tu regardes l'Arduino, part les deux, attends 20 secondes, après ça, part quelque chose qui check dans un thread si j'écris stop. Parce que laisse-le compter ad nauseam. OK? À la fin, quand c'est fini, fais juste tout sortir et dire le processus était fermé, a été tout fermé. Tout ce que ça fait, c'est que ça va distribuer sur les cœurs chaque chose que c'est supposé faire. C'est ça que ça donne. OK? Oui? J'imagine que vous avez trouvé le spec du ADC. On a trouvé tous les specs pour avoir le timing. On a aussi eu le résultat. On a comparé avec la fameuse machine MS-DOS pour pouvoir comparer. C'est pas juste pareil. J'aime penser que c'est beaucoup mieux. Oui? Tu disais que tu avais des problèmes avec la librairie multiprocess? C'est pas que j'ai des problèmes, c'est que j'ai commencé avec threading, qui est comme le wrap-up objet de thread, puis j'ai essayé de mettre Matplotlib dedans. Mais Matplotlib, c'est son propre thread, puis sur certains OS, tu peux pas mettre un thread dans un thread parce que là, l'OS, il t'expulse. Fait que là, j'avais commencé à faire des affaires dans multiprocess, puis encore une fois, Matplotlib, il y a des choses qu'il veut pas faire dans multiprocess parce qu'il y a besoin de variables non globales, les variables qui vont être définies dans ton espace mémoire, puis là, c'est un sous-espace mémoire. Fait que le problème, c'est pas tant multiprocess, je suppose, c'est surtout moi, là, mais j'étais vraiment décidé d'utiliser Matplotlib parce que c'est l'outil que j'ai toujours utilisé. Puis c'était pas super compatible avec multiprocess. Puis en lisant sur multiprocess, j'ai réalisé que l'algorithmie qui est en arrière était accessible, mais était pas aussi accessible que quelque chose de relativement simple. J'essayais de paralléliser quelque chose qui avait besoin de passer d'une certaine façon, puis je le faisais pas de la bonne façon. C'était pas évident. Mais pas pour l'affichage graphique. Parce que je peux pas mettre la librairie graphique, cette librairie graphique-là, dans un thread. J'aurais pu juste enregistrer un PDF puis je me serais pas cassé la tête, mais l'affichage, je pouvais pas le faire. Fait que la suite, ça c'est le projet dont je parlais tantôt, j'ai quasiment fini. C'est, on fait la même chose avec les Arduino, sauf qu'au lieu de le faire sur un ADC, on a juste besoin de compter le nombre de pulses dans le fond, parce que c'est comme la partie intégrateur de courant, mais les pulses viennent des détecteurs de neutrons. Fait que Max travaillait là-dessus l'été passé, avec un autre stagiaire. On avait une dizaine de détecteurs, en fait je pense qu'on avait exactement 10 détecteurs, mais là on avait le problème de, s'il y en avait un qui arrêtait de répondre, on voulait pas que tous les autres arrêtent aussi. Fait que je leur ai proposé de faire à peu près la même chose, de le mettre dans des threads, puis d'aller faire l'acquisition. Puis s'il y en a un qui arrêtait, ben, le thread était gelé, mais c'est correct, parce qu'un thread gelé, c'est un thread qui n'est pas le thread principal. Fait que le thread principal peut dire, ben lui il est gelé, fait qu'il faut juste marquer qu'on n'a pas de compte. Puis ça marchait quand même relativement bien. Malheureusement, le stage a terminé, puis il n'avait pas tout à fait fini, sauf que c'était presque implémenté. C'est quand même pas mal cool de pouvoir remplacer tout le système de radioprotection d'un centre de recherche immense par un Raspberry Pi puis des Arduino. Fait qu'on avait un Raspberry Pi qui gérait les 10 Arduino, c'était des quoi? C'était des nanos. 10 nanos. Puis le Raspberry Pi remplaçait quelque chose qui, là je vous niaise pas, ok, marchait encore sur des bandes magnétiques. OK? Parce que c'était du old school shit du temps où est-ce que le laboratoire était construit, OK? C'était de la vieille patente qu'il y avait un seul individu dans tout le laboratoire qui était capable d'utiliser, puis c'était de peine et de misère parce que le gars d'avant qui avait pris sa retraite, il avait montré puis il était mort maintenant, OK? C'est... Fait qu'il était vraiment temps qu'il y avait du monde qui s'en venait puis qui reconstruise ça. Puis c'est ce qui est arrivé avec les stagiaires. Fait qu'un petit survol. Le côté physique, c'est vraiment cool. On a publié ça, puis la communauté est vraiment contente. Le hardware, l'Arduino marche super bien. Le Raspberry Pi 3 est suffisant. Okay? Ça marche bien. Mais quand même, on aurait pas un ordi plus puissant, sauf qu'on n'avait pas le goût de payer pour ça.
Le reste, c'est-à-dire l'ADC et tout ça, c'est par nécessité. Si j'avais pu faire un ADC moi-même, je l'aurais fait. Puis le software, ben j'ai un biais positif pour Python 2.7, vous l'avez vu au début, mais le restant a très bien fait la job. Si vous voulez vraiment aller faire du multiprocess puis du threading, thread carefully, ok? On n'est pas obligé. Si vous avez vraiment besoin, vous pouvez le faire. Fait que, merci beaucoup. Il y a une question dans le fond? Malheureusement, non. On n'avait pas le droit pour deux raisons. La première, c'est que le centre de... Les compagnies avec qui on travaillait ont insisté pour que ça soit publié dans les grands journaux. C'est la raison numéro 1. Raison numéro 2, les grands journaux ont le monopole des publications. Ce qui fait que si vous voulez vraiment avoir cette publication-là, il faut vous abonner aux grands journaux. C'est pas un si grand journal que ça. Je me pète pas les bretelles, on s'entend. Mais, c'est pas Nature et Science, là, OK? C'est pas ça. Mais si on veut l'avoir, moi, je vais probablement le mettre disponible sur Archive. Archive qui est un moyen de communiquer les articles scientifiques sans avoir besoin de passer par ce qu'on appelle le peer-reviewed, mais on veut quand même passer par le peer-reviewed pour avoir la crédibilité scientifique. Fait que, ultimement, ça va être disponible sur Archive. Ultimement, je vais le mettre disponible sur le forum du groupe. Puis vous pourrez aller lire ça si vous voulez, mais je vous le conseille pas. Sincèrement, là, c'est pénible. C'est pas de la littérature. C'est le genre de littérature qu'on met sur le bord du bain, qu'on lit puis qu'on se noie, là, tu sais. Pour l'inspiration, ouais. Pourquoi spécifiquement le Uno? Pourquoi le Uno, dans mon cas? Ben, c'est ce qu'on avait, hein? C'est tout ce qui restait, en fait, parce que le restant avait des morceaux de métal pognés dans d'autres pins que la 3. Il est allé faire un tour dedans, l'accélérateur. Mais après ça, pour leur projet, ils ont acheté des nanos. Il y avait du budget, eux autres, là, tu sais. 10 nanos. Moi, j'ai... nanos, un chute à 2 piastres? Quelque chose comme. Moi, j'ai eu des restants de tiroirs. D'autres questions? Oui. L'accélérateur de particules, Oui. Oui. Non. Il faut demander à quelqu'un qui a encore la passe pour y aller. Moi, je l'ai malheureusement plus, mais je peux organiser quelque chose. Je peux essayer de voir avec les profs qui sont là-bas, puis on le fera à travers le groupe. Ça me dérange pas même d'être le guide. On m'a dit que j'étais pas trop mal. Tu parlais que 24 heures, est-ce que la chaleur, c'est... On a des heatsinks. On a mis des heatsinks, puis l'accélérateur de particules est climatisé quand même dans le tapis. C'est pas trop grave, mais ça pourrait être un problème. Comme récemment, on a fait un montage beaucoup moins... qui demandait beaucoup moins au Raspberry Pi, puis c'était juste des thermocouples. Fait qu'on avait un petit amplificateur, un thermocouple branché dedans, on l'a mis sur un tube, puis il a dû avoir un spike quelque part, puis tous les connecteurs USB sont morts. La température ambiante? Tu veux dire, les heatsinks ont quelle température? Non, mais dans la salle. Mettons 20, 21. Ça devrait être correct. Les heatsinks étaient pas mal chauds, par exemple. Là. J'ai déjà mis mon doigt dessus, puis ça laissait des traces rouges. Ça n'a pas brûlé, mais c'est pas super scientifique comme méthode, là. Si j'ai mesuré que ça monte... Non, j'ai interfacé un accélérateur de particules, par exemple. Non, mais j'aurais peut-être dû. J'ai pas checké ça. Ça avait l'air correct. Ça n'a pas cramé quand on s'en est servi. De toute façon, la philosophie était surtout du type, on veut prouver que ça fonctionne. On veut prouver qu'on peut interfacer ça quand même assez bien. Puis si jamais ça crame, ça va coûter 30$ à en acheter un autre. Hein? C'est pas comme si ça coûtait 5$000 pour acheter une autre patente. C'est chiant, là. D'autres questions? Il y a des patentes de ce genre-là quand même plus moyennes. Qui coûtent 5 000$. C'est ça. C'est qu'on veut pas. C'est que récemment, ils ont décidé d'en acheter un autre. Fait qu'en même temps que moi j'en faisais un, ils en ont acheté un autre pour un autre montage. Puis on a comparé c'était quoi la vitesse d'acquisition puis la résolution, puis c'était comparable. Fait qu'on l'a ouvert, puis on a regardé qu'est-ce qu'il y avait en dedans, puis c'était pas mal la même chose. Là. C'était surtout du hardware, mais il y avait un compteur hardware dessus, ça sortait en USB, fait qu'il y avait un convertisseur pour aller vers un port USB. Fait qu'à la fin, ils l'ont gardé. Ils ont dit qu'ils étaient supposés en acheter un autre l'année prochaine. Ils ont rayé ça du budget, puis ils ont décidé d'interfacer avec mon script. Fait que c'est pour ça que c'est 10 000$, parce que c'est 5 000$ pour un. Mais nous, on n'en a pas racheté un autre. On a jeté la carte ISA avec grande joie, puis ils ont décidé de l'implémenter sur un autre montage aussi. Non? Il y a l'autre question. Bravo. Merci beaucoup, Alexandre. Si je t'avais eu comme prof, je pense que j'aurais aimé la physique.